Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Dunia Cheuch. Bonjour. En marge de la Journée mondiale du cœur qui s'est tenue la semaine dernière, Santé pour tous, votre magazine médical, se consacre ce matin à l'infarctus du myocarde qui constitue un vrai problème de santé publique de par sa fréquence et sa gravité. Souvent mortel il y a quelques années encore, l'infarctus du myocarde peut aujourd'hui être bien traité à condition que la prise en charge médicale intervienne rapidement. Comment reconnaître les premiers symptômes d'un infarctus du myocarde? Quels sont les moyens de le prendre en charge? Comment éloigner ce terrible ennemi? La réponse à ces questions tout de suite avec nos invités, le professeur Essia Bourzella, qui est chef du service cardiologie à l'hôpital Serloul de Sousse. Bonjour professeur. Bonjour Dunia. Le professeur Liav Boukef, qui est chef du service des urgences de l'hôpital Serloul, vice-président de la Société tunisienne de médecine d'urgence. Bonjour professeur Boukef. Bonjour. Et puis le docteur Mejdi Amri, qui est assistant hospital universitaire en médecine d'urgence au SAMU 03, hôpital Serloul Sousse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Dunia. Encore bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout merci d'avoir fait le déplacement depuis Sousse. Alors on va rentrer directement dans le sujet. Qu'est-ce que l'infarctus du myocarde? Permettez-moi d'abord d'adresser un petit mot à tous les malades cardiaques à l'occasion de la Journée internationale du cœur pour leur dire que les cardiologues tunisiens, les urgentistes tunisiens et en particulier ceux du secteur public s'engagent à leur rendre le meilleur service dans les meilleurs délais et leur souhaitent bonne guérison et bonne vie. Alors on revient à l'infarctus du myocarde. Alors l'infarctus du myocarde c'est quoi? C'est une souffrance qui va aller jusqu'à la mort de cellules du muscle cardiaque due à l'interruption du flux sanguin dans un territoire donné par occlusion d'une artère coronaire. Les artères coronaires sont les artères qui perfusent le myocarde. Cette occlusion étant le résultat de la formation d'un caillot sanguin qui vient se surajouter sur une plaque d'athérome, l'athérome étant une maladie dégénérative des artères coronaires. Comment ça fonctionne en fait? Comment ça fonctionne au niveau de la vascularisation du cœur? Alors le cœur, comme vous le savez, c'est un muscle. C'est un muscle, mais c'est un muscle très particulier qui travaille beaucoup. C'est le muscle qui travaille le plus dans l'organisme. Il travaille tout le temps, sans s'arrêter. Et pour cela, il doit être perfusé de façon continue et permanente. Et cette perfusion est assurée par deux grandes artères, qu'on appelle les artères coronaires, dont l'une, la principale, se divise rapidement en deux. Et donc, ces artères coronaires assurent la perfusion normale de l'organisme dans les conditions de repos et d'activité et de stress. Alors, c'est le cœur qui va jouer le rôle de pompe. Je crois qu'il propulse dans le corps quelque chose comme 5 litres de sang par minute. Exactement. Voilà, et c'est ce qui va transporter l'oxygène dont on a besoin pour vivre, en Exactement. Ça, c'est dans les conditions de repos, mais à l'effort, ce débit peut être multiplié par 4 ou par 5. D'accord. Et donc, il faut que le cœur, pour qu'il puisse suivre les besoins de l'organisme, il faut qu'il soit bien perfusé, parce que s'il n'est pas bien perfusé, il ne peut pas jouer son rôle de pompe, il ne peut pas perfuser l'ensemble de l'organisme de façon satisfaisante et correcte. Quand vous parlez d'ischémie, c'est un terme que j'ai retrouvé plusieurs fois. De quoi s'agit-il exactement? En fait, c'est une perfusion insuffisante du myocarde qui a fait que ce myocarde devienne en souffrance parce que s'il n'y a pas suffisamment d'oxygène qui arrive au myocarde, bien sûr, le myocarde ne peut pas jouer son rôle de pompe et donc ne peut pas assurer le débit cardiaque dont vous avez parlé et qui est indispensable à une vie normale. Professeur Liav Boukef, vous êtes chef du service des urgences de l'hôpital Serloul, vice-président de la Société tunisienne de médecine d'urgence. Alors j'ouvre une petite parenthèse pour dire que, en fait, tout votre service et puis vos confrères, vous avez publié un guide des urgences qui est un véritable petit joyau, en fait, que ce soit pour les médecins et même pour le public averti, on va dire. J'ai eu l'occasion de le feuilleter, qui est particulièrement bien fait. Alors pourquoi je parle de ce livre-là? Parce que les urgences, c'est quelque chose que vous pratiquez au quotidien. Et pour en revenir à l'infarctus du myocarde, à cette fameuse ischémie, il paraît qu'après environ 30 minutes, cette ischémie va provoquer une destruction irréversible des cellules musculaires, donc du myocarde. Il y a une différence entre le timing que met cette souffrance pour causer les lésions. En fait, ce déséquilibre entre besoin et apport d'oxygène pourrait apporter une souffrance qui est différente d'une cellule à une autre. Mais en fonction du temps, cette ischémie pourrait se transformer carrément en une nécrose et une mort cellulaire. Donc, plus la durée s'allonge de ce manque d'oxygène pour la cellule, parce que la cellule, elle ne peut pas fonctionner normalement sans oxygène et sans énergie. Et l'oxygène, il est responsable de la production d'énergie. Donc, la cellule, lorsqu'elle souffre, et cette souffrance se prolonge, la cellule, elle peut
mourir. D'accord. Et pour le cœur, lorsque la cellule va mourir, tout dépend de l'importance de l'espace qui est responsable de cette souffrance et de cette nécrose, ou sans les conséquences et les complications deviennent de plus en plus importantes. C'est-à-dire, pour schématiser, on a principalement 2 artères, mais on a une qui va se diviser en 2, donc on va dire que ça fait 3 artères qui vont irriguer le cœur. Vous m'arrêtez si j'ai mal appris ma leçon. Donc finalement, ces 3 artères-là, chacune a son territoire, sa chasse gardée. Et quand il y en a une qui se trouve donc obstruée, bouchée par un caillot, donc c'est son territoire à elle qui va payer la facture, entre guillemets. Et à ce moment-là, c'est une question de vitesse, c'est-à-dire qu'après environ 30 minutes, il va y avoir une destruction irréversible de certaines cellules musculaires et ça risque de s'étendre dans les premières heures qui suivent l'occlusion à l'ensemble du territoire qui dépend de cette artère coronaire. Tout à fait, exact. À partir de 30 minutes, mais il faudrait attendre peut-être 1 heure pour que la nécrose, voire même 6 heures, selon certaines cellules qui peuvent accepter cette souffrance, au fait. Donc, la conséquence de tout ça, plus on agit tardivement, plus les conséquences sont néfastes. Et les conséquences sont multiples, et surtout sur la fonction cardiaque tout d'abord, qui va diminuer cette fonction, et surtout les complications rythmiques qui peuvent entraîner la mort à n'importe quel moment. La cellule, lorsqu'elle souffre, il faudrait imaginer qu'elle va commencer à se tourmenter un peu partout, et cette cellule, lorsqu'elle souffre, elle peut provoquer des troubles du rythme. Et ces troubles du rythme peuvent entraîner une syncope, une perte de connaissance immédiate, une perte de la circulation, un arrêt cardiaque tout de suite. Tout ça, c'est des complications à éviter. En agit tôt, on aura beaucoup moins de complications. Donc directement, il faut s'adresser au service d'urgence ou bien faire appel au SAMU pour être transporté. Et puis tout de suite à bord du SAMU, je crois savoir que vous êtes à même de pratiquer des actes médicaux puisqu'il y a des médecins à bord. Docteur Mejdi Omri, vous êtes spécialiste en médecine d'urgence au SAMU 03 à Sousse. Donc, alors d'abord, comment ça fonctionne les SAMU? C'est-à-dire quand je compose le 190 sur mon téléphone pour appeler le SAMU, si je suis à Gabès par exemple, est-ce que c'est quelqu'un qui répond à Tunis et qui va prévenir les gens de Gabès? Comment ça fonctionne? En fait, par exemple, je vais vous répondre, si quelqu'un appelle 190 à Gabès, donc l'appel va tomber à Gabès en fait, parce qu'il y a une salle de régulation, il y a un service d'aide médicale urgente, c'est le SAMU de Gabès. D'accord. Et qui a à sa disposition des équipes SMUR à Gabès, à Médine, etc. SMUR, c'est-à-dire service médical. SMUR, c'est-à-dire service mobile d'urgence et de réanimation. C'est des équipes mobiles. En fait, c'est la différence entre le SAMU et le SMUR. D'accord. Maintenant, pour la région du centre, donc le SAMU 03, comme service, il existe réellement à l'hôpital Sahloul, le SAMU. Après, si quelqu'un appelle le 190, que ce soit à Sousse, à Monastir, à Mehdia ou à Kérouan, donc les 4 gouvernorats, donc on reçoit l'appel à la salle de régulation médicale de Sahloul. Donc on est à l'écoute médicale 24/24, il y a un permanencier qui reçoit l'appel et puis il y a un médecin régulateur qui est sur place 24/24. L'appelant peut être un citoyen, peut-être un médecin, que ce soit dans son cabinet ou dans une autre urgence périphérique comme celle de Msek ou Nfida. Répondant à cette demande-là, à chaque fois qu'on suspecte devant ces symptômes-là un infarctus, c'est-à-dire une douleur menaçante où le patient risque, comme le vient d'expliquer le professeur Boukef et aussi le professeur Bourzella, on sait bien que ce patient-là est à risque important de mort subite. Donc on fait intervenir l'équipe la plus proche du lieu où se trouve le patient. C'est bien clair, d'accord. Voilà. Et l'avantage de faire appel au SAMU tout de suite, c'est qu'à bord, il y a un médecin, que vous êtes équipé pour les premiers gestes. On va y revenir. J'aimerais me tourner vers vous, professeur Bourzella, pour vous poser la question. C'est fréquent, l'infarctus du myocarde, et puis il y a une idée reçue aussi qui dit que l'infarctus concerne plutôt uniquement l'homme stressé, mais c'est faux, puisqu'il concerne aussi les femmes qui sont également touchées, les plus jeunes aussi. C'est une maladie qui, il y a 30 ans, n'était pas très fréquente en Tunisie. Et moi, quand j'étais jeune résidente dans les hôpitaux tunisiens, c'était rare qu'on voie un infarctus du myocarde. Aujourd'hui, c'est le pain quotidien des services de cardiologie. Et ça représente, si Boukef va le confirmer tout à l'heure, 3 à 4% des consultants des urgences. Donc c'est une maladie qui devient extrêmement fréquente parce que nous vivons en Tunisie une mutation épidémiologique qui fait que la sédentarité est plus fréquente, le diabète est plus fréquent, l'hypertension est plus fréquente, le stress est vécu par tout le monde, l'obésité aussi. Donc tout ça, ce sont les facteurs de risque qui font que cette maladie devienne de plus en plus fréquente et constitue actuellement un vrai problème de santé publique en Tunisie. Je ne peux pas vous donner un chiffre tunisien juste parce que malheureusement, on n'a pas de chiffres tunisiens. Et ça, c'est un appel que je fais au ministère pour qu'il mette son poids, pour exiger qu'il y ait des travaux prospectifs qui permettent d'obtenir des chiffres. Et il se baserait dessus pour une stratégie de
correctement de traitement de cette maladie. Mais c'est un véritable fléau, c'est un véritable problème de santé publique que sont les cardiopathies ischémiques d'une façon générale. Alors vous avez cité comme cela des facteurs de risque, donc les causes, on en a parlé tout à l'heure, essentiellement l'athérosclérose, c'est-à-dire les plaques d'athérome contenant du cholestérol et du calcium, voilà. Mais je reviens donc sur ces facteurs de risque cardiovasculaires qui sont quelque part gérables, évitables. Vous serez d'accord avec moi, professeur Bouquet? Par exemple, le tabac. Oh, on peut ne pas fumer. Le diabète, on peut avoir un diabète équilibré. Oui, tout à fait. Mais il faudrait dire que cette maladie qui est l'athérosclérose constitue dans notre pays, et même dans les pays industrialisés, un boom épidémique. Quand on voit l'évolution de l'épidémiologie dans notre pays, notamment pour ces maladies, notamment d'athérosclérose, et quelles sont les conséquences, parce que les conséquences ne sont pas seulement sur le cœur, elles sont aussi sur le cerveau, sur le rein, sur plusieurs autres organes nobles. Notamment, on prendra juste le cerveau et le cœur, qui sont les deux organes, on va dire, les plus nobles. Ce boom épidémiologique, il devrait avoir une sonnette d'alarme dans notre pays, parce que les causes sont multiples. Le changement de nos habitudes, oui, bien sûr. Le changement de ce qu'on mange, le changement du stress avec lequel on vit, même le changement du mode social, il y participe, la sédentarité, le pourcentage des gens qui sont obèses, même depuis l'enfance. Le stress, les jeux vidéo. Réellement, le mode de vie social, il a complètement changé et qu'il est responsable de ce boom épidémiologique, et on doit réellement faire face. Les pays les plus avancés, ils ont tiré la sonnette d'alarme et ils ont fait réellement des campagnes pour arrêter le tabac, et on le sait très très bien lorsqu'on part un peu dans les pays développés, comment on ne peut pas fumer n'importe où, et quelles sont les restrictions qui ont été réalisées pour arrêter le tabac. Pour le diabète, le suivi, il est beaucoup meilleur, et l'autosurveillance maintenant, elle est meilleure pour éviter toutes les complications, parce que c'est corrélé. Plus le diabète est déséquilibré, plus on a des complications d'athérosclérose. Même chose pour l'hypertension artérielle. Ça devrait être une stratégie nationale pour combattre ce fléau, et ce fléau, on doit le combattre tous ensemble. Il n'y a pas que le ministère de la Santé, je pense que toute la société, il y a beaucoup d'efforts qui doivent être faits dans notre pays, mais les priorités changent. Oui. Je reviens sur ces facteurs de risque. Donc, vous disiez le taux de cholestérol, le tabac, le diabète, l'hypertension artérielle, le stress. Vous avez parlé, professeur Bouquet, de la surcharge pontérale. Alors, pendant longtemps aussi, on disait que les hommes étaient plus exposés que les femmes jusqu'à leur ménopause. Tant que la femme n'est pas ménopausée, c'est vrai que le risque d'attraper un infarctus du myocarde est plus faible. Mais actuellement, la femme tunisienne n'est plus ce qu'elle était il y a 30 ans ou 40 ans. Ce n'est plus la femme qui est à la maison et qui s'occupe de ses enfants. Aujourd'hui, elle travaille, elle est exposée au stress social, mais elle fume aussi, elle est plus obèse, elle est plus souvent diabétique, si bien que malheureusement, elle est plus fréquemment touchée par cette maladie qui était beaucoup plus réservée aux hommes dans les décennies qui ont suivi. Mais actuellement, elle n'a pas encore le même rang que l'homme. L'homme reste quand même la cible privilégiée de cette maladie, mais la femme n'est plus aussi préservée qu'elle ne l'était auparavant. Docteur Mejdi Amri, est-ce qu'on vous téléphone plus souvent au 190 pendant la nuit, au petit matin, parce qu'il paraît qu'il y a un danger accru d'infarctus du myocarde au petit matin? C'est vrai ça? Au moment où tout paraît le plus calme, vers 6h du matin, il paraît que c'est la période la plus dangereuse. Oui, exactement. C'est assez classique. L'appel au petit matin, lorsque le malade se réveille avec une douleur, ça reste quand même pas assez fréquent, parce que les gens attendent en fait pour appeler. C'est ça le problème. Le Tunisien n'a pas la culture pour s'alarmer rapidement. Je peux aller consulter dans quelques heures, voir mon médecin traitant, etc. Bon, après, on essaie de répondre rapidement pour déclencher toute cette filière de soins. Professeur Bourzella, quels vont être les symptômes en fait? On parle de douleur. Quelle douleur? Alors, le symptôme le plus typique, c'est une douleur thoracique. C'est une douleur qui est derrière le sternum et qui est à type de brûlure. Ça brûle ou ça serre. Ça brûle ou ça serre. C'est pas le coup de poignard ou le coup de couteau. Ça, c'est pas l'infarctus. La poitrine est prise comme dans un étau. Exactement, c'est ça. Et c'est une douleur qui peut être perçue comme très intense, donnant la sensation de mort imminente. Et c'est une douleur qui n'est calmée par rien du tout. Elle n'a pas de rapport avec l'effort. Le malade est réveillé souvent au milieu de la nuit, ou alors il était assis avec sa famille et tout d'un coup il est pris par cette douleur. Et cette douleur n'est pas calmée par la position, n'est pas calmée par les antalgiques habituels, et elle va persister, et elle va souvent s'accompagner d'autres signes, de sueur profuse, de sensations de faiblesse, parfois de vomissements ou de nausées. Et alors cette douleur aussi, elle est typiquement derrière le sternum, mais elle irradie vers la mâchoire inférieure et vers l'épaule gauche et le membre supérieur gauche. Parfois, elle est ressentie comme des menottes au niveau des deux poignets, mais disons, la douleur typique,
typique, elle est rétrocernale. Mais il y a aussi une douleur épigastrique et justement celle-ci, elle peut faire errer le diagnostic. Le malade pense que c'est son estomac qui pose problème alors qu'en fait c'est une douleur cardiaque. Et cette douleur de ce type, dans ce contexte de patients fumeurs, diabétiques, hypertendus, hypercholestérolémiques, qui a aussi des coronariens dans sa famille, doit être perçue comme une menace qui doit absolument faire consulter tout de suite sans attendre. Alors il paraît qu'il y a d'autres symptômes aussi qui sont fréquents chez la femme. C'est une faiblesse, une fatigue, des ballonnements. C'est vrai, malheureusement chez la femme, le tableau est souvent moins typique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des retards diagnostiques beaucoup plus importants chez la femme que chez l'homme. Elle peut ressentir une faiblesse importante, une gêne respiratoire non expliquée, un étourdissement, une perte de connaissance et la douleur peut être plus ressentie au niveau des épaules, au niveau du dos, uniquement au niveau de la mâchoire inférieure. Et donc c'est vrai que la douleur est moins typique chez la femme et c'est pour ça que d'ailleurs il y a des retards diagnostiques chez la femme. C'est vrai que la douleur est souvent précédée dans les 48 heures d'une première douleur un peu moins intense qui a eu des signes avant-coureurs. Une fois sur deux, c'est vrai qu'elle est précédée par les mêmes douleurs mais plus brèves, parfois déclenchées par l'effort comme c'est typique de cette douleur puisque cette douleur est l'expression clinique du déséquilibre entre besoin et apport d'oxygène comme on l'a dit tout à l'heure. Typiquement elle apparaît à l'effort mais dans la douleur de l'infarctus, elle n'est pas liée à l'effort et c'est vrai que souvent elle est précédée dans les jours qui précèdent de douleurs plus brèves. Et vous le disiez professeur Bourzel, assez souvent parce que les gens confondent leurs symptômes avec une maladie bénigne comme une indigestion qu'ils vont tarder à aller à l'hôpital et sont traités trop tard ou plus tard qu'ils ne le pourraient en fait. Et ça justement, on veut insister là-dessus. Quand vous avez cette douleur et que vous êtes justement dans la tranche d'âge, bien sûr c'est pas une maladie qui concerne les patients jeunes, ça c'est un point sur lequel quand même, faut qu'on insiste. À 40 ans, on commence à en voir, mais je veux dire pas les très jeunes, mais habituellement c'est 50 ans et plus. Maintenant on voit de plus en plus de jeunes, hélas. 35 ans et même plus jeunes. Mais quand on est dans ce type et qu'on est un grand fumeur ou qu'on est a fortiori un diabétique, hypertendu, etc., il ne faut pas négliger ce type de douleur et il vaut mieux consulter par excès que par défaut. Donc toute douleur thoracique comme ça qui s'installe, quand même plus de 5 minutes, 10 minutes on va dire, un quart d'heure, donc doit être considéré comme un infarctus du myocarde jusqu'à preuve du contraire. Et tout de suite il faut appeler le SAMU ou se rendre directement aux urgences pour bénéficier de la prise en charge la plus rapide. Alors voilà, maintenant on va présenter le scénario, on a les douleurs et tout de suite on téléphone au 190. Alors messieurs, je vous laisse la parole, qu'est-ce qui se passe? J'appelle 190, c'est quelqu'un qui me répond, docteur Mejdi Amri, tout de suite. On explique les symptômes, qu'est-ce qui se passe? On déclenche tout. Donc vous appelez le 190, donc il y a un permanencier qui va vous répondre et puis il va passer l'appel au médecin régulateur à n'importe quel moment, suivant les symptômes qui va essayer de recueillir, c'est-à-dire tout le contexte, l'âge, les maladies pour lesquelles le patient est suivi, s'il y a des facteurs de risque les facteurs de risque, etc. La nature de ces symptômes-là, l'existence de douleurs thoraciques, je peux aller plus loin et même un malaise chez quelqu'un qui est diabétique, une douleur qui n'est pas vraiment typique, juste une sensation de gêne. D'accord, donc tout de suite on envoie une unité mobile. Exactement. Il y a un médecin qui est à bord, donc il va examiner le patient, il va l'interroger, il va essayer de faire le diagnostic et bien sûr, on a tous les moyens nécessaires pour faire le diagnostic et en particulier l'électrocardiogramme, bien sûr. C'est le premier examen qui va permettre de faire le diagnostic précocement. C'est pour ça qu'il faut le faire le plus précocement possible. Lorsqu'on fait l'électrocardiogramme, donc on va faire le diagnostic du territoire qui est responsable de cet événement ischémique et puis aussi on peut avoir une idée un peu sur aussi les délais parce que parfois la douleur n'est pas vraiment typique pour pouvoir dire elle a commencé à telle heure, mais en voyant l'électrocardiogramme on peut dire que si on est vraiment dans les délais ou on a encore dépassé l'ancienneté de l'installation. Vous posez votre diagnostic grâce à cet électrocardiogramme donc vous avez à bord du véhicule. On a tous les moyens à bord du véhicule, donc le médecin d'intervention va rapidement passer un bilan au médecin régulateur. Et tout ça dans l'urgence, vous vous dépêchez, d'accord. C'est un travail de toute l'équipe. Aussi le médecin, l'infirmier ou le technicien supérieur avec l'ambulancier, c'est un travail d'équipe. Ils vont commencer les soins nécessaires, commencer les médicaments qu'il faut donner. Alors justement, est-ce qu'il y a un premier geste tout de suite? Ça va être quoi? Tout de suite, il faut que le patient ait une voie d'abord veineuse pour pouvoir administrer les médicaments. Alors qu'est-ce qu'il va administrer? On va le perfuser. On va le perfuser, on va donner les médicaments nécessaires. Donc, c'est les médicaments. Le monitorage. Et puis, il va être rapidement monitoré. C'est-à-dire le rythme cardiaque qu'on va enregistrer à l'électrocardiogramme va être surveillé de façon continue. C'est-à-dire les appareils qu'on a, les électrocardioscopes. Donc, je vais donner en même temps la parole au professeur Boukeff parce que soit on va téléphoner au SAMU tout de suite, qui va arriver, soit directement le malade va débarquer aux urgences chez vous, professeur Boukeff. Oui. Donc, la même chose. Tout de suite, vous le mettez, l'électrocardiogramme,
bam, on fait le diagnostic. Et vous aussi, un premier acte qu'on peut faire tout de suite, c'est une injection médicamenteuse. Tout à fait. Juste pour la performance diagnostique, Donia, j'aimerais revenir un tout petit peu. Là, on parle du cas classique et typique. Oui. Mais vous savez très très bien, dans la vraie vie, on est souvent confronté à des malades où c'est pas typique. Et en plus, ils n'ont pas occlu totalement l'artère. Et c'est juste une occlusion qui était momentanément et qui s'est reperméabilisée. Donc la douleur, elle est venue pendant un petit moment et est repartie. Eux aussi, ces malades-là, doivent venir aux urgences pour consulter. Et d'ailleurs, pour la performance diagnostique, parce que pour améliorer cette performance diagnostique aux urgences, il y a eu maintenant la création des unités appelées unités de douleur thoracique aux urgences. C'est une expérience qui est surtout anglo-saxon, mais les Français, où on a travaillé un petit peu, ils n'ont pas cette idée, mais ça nous permet d'améliorer nettement la performance. Dès que le malade arrive aux urgences et dit qu'il a une douleur thoracique, il est acheminé directement dans cette unité où il y a un protocole qui est bien fait. Dès qu'on lui dit bonjour, on lui met le CG pour le faire immédiatement, parce qu'on voudrait raccourcir le délai le maximum possible, et la voie d'abord qui est mise pour introduire les médicaments, et ces médicaments sont principalement, et là je reviens à votre question, de 3 ordres. Il y a les antiagrégants plaquettaires, comme l'aspirine, et d'autres antiagrégants plaquettaires. Est-ce qu'un malade, en vous attendant, peut prendre de l'aspirine tout seul ? Je pense, s'il est connu, surtout coronarien, et l'aspirine maintenant, vous savez qu'on peut le donner à des malades de plus de 40 ans ayant un facteur de risque ou deux, de développer l'athérosclérose. Il peut prendre de l'aspirine toute sa vie, mais à une dose faible. Une petite dose, voilà, ça va permettre au sang de moins coaguler, on va dire. Tout à fait, parce que c'est un boom qui se passe au niveau de l'artère. La première chose qui se fait, c'est le rapprochement des plaquettes qui vont commencer à obstruer, et ces antiagrégants plaquettaires, au fait, il va permettre d'éviter cette cohésion entre les plaquettes et la formation du clot, au fait. Donc, ça y est, tout de suite après, vous faites un bilan biologique peut-être, non ? Pour certains malades, mais le diagnostic de l'occlusion, c'est le CG, c'est l'électrocardiogramme. Et la clinique et l'électrocardiogramme. On n'attend pas les bilans biologiques. Les bilans biologiques sont réservés pour le syndrome coronarien aigu sans sujet décalage. Pourquoi le changement de l'appellation ? On ne parle plus d'angor et d'IDEM. Je pense que c'est aussi important d'y revenir parce que... Autrement dit, pour le grand public, angine de poitrine et infarctus du myocarde. On n'a plus cette appellation. Pourquoi ? Parce qu'on a vu, même dans des syndromes coronariens aigus, dans l'angor, il y a une certaine catégorie qui ont la même gravité que l'IDM. Donc on les appelle, même eux, on a changé leur appellation et on appelle aussi IDM, infarctus, parce qu'il y a une élévation de certains marqueurs qui témoignent de la souffrance myocardique. Donc ce premier acte que vous faites, c'est ce qu'on appelle la thrombolyse, c'est ça ? Quand vous administrez dans la circulation un produit qui va dissoudre, entre guillemets, le caillot qui obture l'artère ? Il y a 2 méthodes de désobstruction du caillot. Il y a une méthode médicamenteuse qui est la thrombolyse, et cette thrombolyse a la spécificité de déboucher l'artère, ou bien il y a la désobstruction dite mécanique qui est l'angioplastie et la mise du stent, voire en introduisant un cathétérisme dans la coronaire pour entraîner une désobstruction grâce à un ballonnet qui est gonflé. Et je pense que professeur Bourzel pourrait en parler beaucoup Donc plus. Ça consiste à insérer dans l'artère bouchée un cathéter qui est terminé par un ballonnet, c'est ça ? En fait, ce qu'il faut, c'est ouvrir l'artère, rétablir un flux normal dans l'artère le plus rapidement possible. Avant cela, donc, il y a des médicaments qui sont donnés, puis ensuite, selon ce que décide l'équipe de régulation, justement, on va s'orienter soit vers la thrombolyse, soit vers l'angioplastie coronaire, selon l'accès possible à un centre d'angioplastie coronaire dans un délai, parce que le tout était de gagner du temps. Il faut gagner du temps. Donc, s'il y a un centre d'angioplastie coronaire prêt à intervenir et assez proche de l'endroit où le malade consulte, à ce moment-là, on va s'orienter vers l'angioplastie coronaire. Si au contraire, le délai pour faire parvenir le malade jusqu'à un centre capable de faire une angioplastie coronaire de qualité est supérieur à 2 heures, là, il faut thromboliser. Alors, la thrombolyse, elle doit être réalisée dans les 30 minutes qui suivent le diagnostic. Faut pas... Oui, parce que la thrombolyse, c'est une injection intraveineuse, donc c'est vite fait. L'angioplastie, par contre, alors là, il faut passer par une artère périphérique, l'artère du bras, enfin du poignet carrément, qui nous permet d'arriver jusqu'au cœur et qui nous permet d'aller opacifier, d'abord montrer que l'artère est bouchée, puis ensuite on met dedans un guide, un ballon sur ce guide pour ouvrir l'artère, puis ensuite on insère un stent qui laisse l'artère perméable. Parfois aussi, quand il y a beaucoup de caillots sanguins, on peut aspirer les caillots sanguins pour éviter que ces caillots sanguins ne migrent dans les petites artères, parce que si elles migrent dans les petites artères, l'infarctus va s'installer quand même. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est éviter l'infarctus. C'est à quel moment que vous réalisez le fameux pontage coronarien ?
Ah non, l'infarctus du myocarde n'est plus traité par pontage. Non, le traitement, c'est la thrombolyse qui doit de toute façon être complétée dans les 24 heures qui suivent par une angioplastie coronaire ou alors d'emblée l'angioplastie coronaire qui marche maintenant dans au moins 9 cas sur 10. Alors que la thrombolyse marche dans à peu près 6 cas sur 10 et doit être complétée par une angioplastie coronaire de toute façon. C'est bien clair. Hélas, nous sommes pris par le temps. Alors juste, je vous pose quand même la question, pronostic, évolution. Alors pronostic, évolution, je pense qu'il y a eu tellement des évolutions thérapeutiques ces dernières années. On est passé d'une mortalité qui avoisinait de 30% il y a plus de 20 ans, même plus, il y a 30 ans, à aujourd'hui dans les meilleurs pays 3 à 4%. Dans notre pays, je pense que le chiffre est un tout petit peu au-dessus, aux alentours de 7 à 8%. On n'est pas très loin des pays développés, mais je pense que c'est là où l'effort doit être fait. L'effort doit être fait dans l'heure en or, ou les heures en or dites, ou le golden hour. Ça veut dire qu'on doit agir rapidement, et ça, c'est l'action de tous. Du patient. Le patient doit être sensibilisé, le futur patient, aux symptômes, aux premiers symptômes, il ne doit pas attendre. Il ne doit pas attendre, et je pense qu'il doit consulter même pour une petite gêne thoracique, parce que la douleur thoracique n'est pas souvent présente, ça peut être un autre symptôme dans certains cas où c'est difficile, notamment chez les patients diabétiques. Donc le patient doit faire un effort pour arriver assez tôt, et nous aussi, notre stratégie, on doit tout faire pour raccourcir les délais au maximum possible. La vie après un infarctus du myocarde, professeur Bourzella? Alors justement, elle dépend de la qualité de la prise en charge initiale. Oui. On peut faire avorter l'infarctus, c'est-à-dire éviter qu'il s'installe. Le malade repart avec un cœur qui fonctionne presque comme avant l'événement, à condition qu'il arrive tôt et qu'on ouvre l'artère et donc on empêche l'infarctus de s'installer. Voilà. Malheureusement, si l'infarctus est tendu, là il y a un risque de décès, un risque de trouble du rythme et surtout un risque d'insuffisance cardiaque qui va faire de ce patient un malade invalidé par son insuffisance cardiaque, qui va bien sûr perdre beaucoup de ses capacités fonctionnelles. Dans tous les cas, le malade doit suivre un traitement médical, premièrement, à vie. Deuxièmement, doit faire l'objet de ce qu'on appelle un programme de réadaptation cardiaque qui lui permet justement de mieux vivre sa maladie, parce que vous savez, quelque chose, c'est boum, comme l'a dit Dr Boukeff, qui arrive dans la vie de quelqu'un qui jusque-là n'avait rien du tout et tout d'un coup, il est cardiaque, et s'il est traité tardivement, il est cardiaque sévère. Donc il faut qu'il apprenne à vivre avec sa maladie, mais il faut quand même qu'il garde de la confiance en lui, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment invalidé. Il faut que, on va dire que l'avenir du malade aussi est entre ses mains, c'est-à-dire il faut arrêter de fumer, il faut suivre son traitement, et justement, ça c'est le rôle du programme de réadaptation qui va l'aider à arrêter le tabac, à prendre une activité physique, à mieux équilibrer son diabète, à mieux équilibrer sa tension artérielle et à perdre du poids s'il est obèse, et avoir une activité physique régulière, parce que ça c'est essentiel pour préserver les artères qui restent et le myocarde qui reste. Prévention, ça sera d'adopter de bonnes habitudes dès le plus jeune âge et tout au long de sa vie. Docteur Mejdi Amri. On dit toujours mieux prévenir que guérir. Bon, après, si l'événement arrive, ça peut arriver à tout moment. Et puis l'essentiel, c'est d'appeler très très rapidement, parce que plus on est précoce, plus on arrive précocement, plus il y a toutes les chances de récupération. On dit en anglais time is muscle. Le temps, c'est du muscle. Plus on perd du temps, plus on perd du muscle, c'est de la capacité cardiaque qu'on perd. Professeur Eliav Boukeff, je vous demanderai votre mot de la fin, des recommandations. On n'a pas beaucoup eu le temps de parler de ce magnifique ouvrage. Où est-ce qu'on peut le trouver pour les personnes intéressées, ce guide des urgences? Cet ouvrage, il existe dans toutes les librairies universitaires. Je pense que c'est un bon aide pour pouvoir aider n'importe quel urgentiste dans son travail quotidien. C'est un livre de poche qui nous permet, notamment pour les jeunes médecins, les jeunes internes et externes, c'est fait avec des algorithmes très faciles pour pouvoir aider dans n'importe quelle situation. On part du symptôme jusqu'à le guide des urgences. Donc le guide des urgences. Professeur Bourzella, je vous demanderai le mot de la fin, des conseils à nos auditeurs, des recommandations. Oui. Donc les patients à risque de développer un infarctus du myocarde doivent être attentifs aux symptômes qu'ils peuvent percevoir, qui sont typiquement la douleur thoracique, mais qui peuvent être autre chose de moins typique, c'est-à-dire une gêne respiratoire, un malaise, une perte de connaissance. Dans ces cas-là, il faut qu'ils consultent très rapidement, de préférence le SAMU, ils appellent le SAMU. 190. Sinon, les urgences les plus proches, qu'elles soient, que ce soit des urgences publiques ou privées. Et à ce moment-là, c'est là que la prise en charge va être la plus rapide. Mais il ne faut surtout pas se dire, ce n'est rien du tout, ça va passer, ça va passer. Chaque minute compte. Voilà, chaque minute compte. Plus on intervient tôt,
et plus on évite l'installation de l'infarctus et plus on garantit un pronostic bon pour le patient et une évolution favorable pour la maladie. Et le ministère doit justement nous donner les moyens qu'il faut pour pouvoir assumer ces situations extrêmement urgentes pour qu'on puisse avec faire le face matériel en bon état. Exactement, du matériel qui soit fonctionnel tout le temps et des équipes médicales qu'il faut valoriser et non pas réprimer. Tout à fait. Merci professeur Essia Bourzel, la chef du service cardiologie à l'hôpital Sahloul de Sousse. Merci à vous professeur Riyad Boukef, chef du service des urgences de l'hôpital Sahloul, vice-président de la Société tunisienne de médecine d'urgence. Merci à vous docteur Mejdi Omri, assistant hospitalo-universitaire en médecine d'urgence au SAMU 03 hôpital Sahloul de Sousse. Et puis encore merci d'avoir fait le déplacement depuis Sousse. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout bonne santé à tous. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Dunia Cheuch.